Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJ au Canada. Donc, je prenais mon petit crayon. On passe ça aujourd'hui. J'ai même pas pris mon crayon. Simon. Ça ici. Non, je parle un petit peu d'économie, hein. Je pense que c'est ça qui domine beaucoup là, l'univers des marchés financiers. Donc, je fais souvent référence à ça comme étant mon bouillon. OK? Dans mon bouillon, il y a des pénuries de main-d'œuvre, une guerre, de l'inflation, des taux d'intérêt, une récession possiblement qui s'en vient, un ralentissement tout moins, de la politique, de l'OPEP, le pétrole, les enjeux climatiques. Fait que c'est le petit bouillon qu'on a en ce moment, là, de temps en temps, ça va faire varier les prix, en fait, à tous les jours. Je regarde cette semaine, le taux directeur au Canada, c'est cette semaine, mercredi, que ça va avoir une décision sur les taux. On est actuellement à 3,75 donc c'est une nette augmentation des taux qu'on a depuis le début de l'année. On était essentiellement à zéro. On va être possiblement à 4, 4,25. Donc, on voit ici l'augmentation des taux assez élevée. La dernière fois qu'on a eu quelque chose de similaire, c'était avant la crise financière de 2008. Et là, ben, les taux avaient baissé. On est resté très, très faible pendant une dizaine d'années. Ça va changer. Donc, on est là, un impact sur les taux de change, 73 canadiens. On est vraiment dans cet environnement-là, là, je vous dirais, là, aux alentours du 75. Des fois, il monte un petit peu plus, des fois, il est un petit peu plus bas. Mais je pense qu'on est vraiment là, dans une stabilité au niveau des taux de change avec le dollar américain et on risque de rester là-dedans, à tout moins, là, à court terme. S&P 500, les marchés financiers, hein, je donne ça de la perspective, pas parce que je pense nécessairement que ça va planter et qu'on va avoir un crash boursier. Mais j'aime ça mettre de la perspective de temps en temps. Dire, bon, mais en 2000, la crise des technos, la bourse avait baissé de 50 la crise financière, c'était 57, 60 Là, en ce moment, si on avait une baisse, là, une grosse affaire, 50 ça nous amènerait du S&P à 2400. Bon, on n'est pas là. OK? On n'est pas là encore. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, mais je veux mettre la perspective que les dernières récessions, des vraies, là, pas des petites affaires, des vraies récessions avec des marchés financiers bien plus difficiles. On est au tout début, disons, on est amorcé, mais on n'est pas à la fin. Peut-être un peu encore des nuages à l'horizon. Mais enfin, on regarde ça du coin de l'œil dans mon bouillon. Je regarde au niveau des grains. Cette semaine, il va y avoir un rapport USDA là, le 9 décembre. Je pense que c'est vendredi, ça, le 9 décembre. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Quoique, c'est vraiment le final de janvier qui nous intéresse, là, avoir les bilans américains. Donc aujourd'hui, le vendredi prochain, je pense pas qu'il y aurait bien des affaires, mais on va regarder du coin de l'œil la production d'Amérique du Sud, parce que dans le soya, on s'attend à quelque chose d'assez phénoménal. 152 millions de tonnes, possiblement. On verra. C'est pas encore fait. Mais 152 millions de tonnes serait vraiment un record s'il y a un rendement. L'année passée, il n'y avait pas beaucoup de rendement. C'est ça qui a fait en sorte que les productions étaient plutôt faibles, mais regardez graphiquement, là, 152 dans un univers de soya au Brésil, il y a 10 ans à peine, on était à 67. Fait que ça a quasiment triplé, quasiment, pas tout à fait. Ça a quasiment triplé en 10 ans la production. Donc, c'est majeur pour le marché du soya, ce qui se passe au Brésil. Mais enfin, au niveau des prix à la bourse, 14,37, ça se maintient. Honnêtement, j'ai de la misère à faire une analyse technique très, très claire. Oui, j'y vois pas vraiment de tendance. Regardez, depuis le début de l'année, ça fait un peu du surplace. Une grande amplitude, vous me direz, entre 13 et 16 piastres, mais on fait quand même un peu de surplace. Mais enfin, je regardais historiquement, même si on fait du surplace, on est quand même dans un environnement, là, un contexte de prix très élevé avec les augmentations qu'on a connues en 2020. On est dans un haut de marché quand même. Maïs, un peu d'analyse technique, Maïs, j'y vois une formation tête-épaule, dans le fond, un deuxième ici. Peut-être qu'on pourrait avoir un revirement. C'est sur une base technique, évidemment. Donc, j'essaie de donner un peu de perspective sur les grains en termes de prix pour les prochaines semaines, disons. Donc, c'est ce que ça nous dit pour le moment. Dans le blé, on avait un marché haussier avec, bon, ici, l'exagération, si on veut, au niveau de la guerre en Ukraine. Là, on commence à baisser un peu. Je ne sais pas si on va avoir le power pour redescendre et revenir à cette abondance relative qu'on a connue pendant bien des années. Je trouve le prix très faible, disons-le comme ça, très faible par rapport à où est-ce qu'on était au mois de mars, avril, en plein cœur de la guerre et qu'est-ce qui va arriver éventuellement, comme si tout d'un coup, du blé, il y en avait beaucoup. Je ne sais pas. On regarde ça du coin de l'œil, mais pour l'instant, le blé est vraiment rendu sur une tendance baissière et je surveille ça de très près, disons.
Élevage, la relation évidemment entre le prix de l'élevage et le prix du grain, les deux vont quand même vraiment ensemble. Quand le grain coûte cher, l'élevage aussi devrait coûter cher parce que de toute façon, on voit qu'il y a une grande corrélation, hein. Ici, on voit la taille du cheptel qui diminue au fur et à mesure que le prix du grain a augmenté, qui fait baisser la rentabilité des éleveurs. Bien, on a baissé la production. C'est ce qui arrive. Ce qui m'intrigue ou ce qui m'embête un peu, c'est qu'éventuellement, au niveau de la découpe, là, toutes les différentes cotes, là, les longes, le jambon, les ribs, le bacon, etc., là, la découpe, elle est historiquement en plein milieu des dernières années qu'on a eues. Donc, on n'a pas une découpe qui est extrêmement élevée. Et là, ben, c'est ça qui m'embête dans mes analyses entre mon offre et ma demande. Ben, j'ai le prix qui vient équilibrer tout ça. Oui, au niveau de l'offre, on en a beaucoup moins. Clairement, il y a à peu près au moins 3 moins de parts abattues aux États-Unis cette année que l'année dernière. C'est majeur. Mais on se pose la question au niveau de la demande, c'est quoi la demande pour de l'élevage à ces prix-là, considérant que, encore une fois, l'inflation, le plein d'essence, les fournitures scolaires de petits pits pour aller à l'école. Et là, on prévoit encore pour 2023 que le panier d'épicerie va coûter encore plus cher. Là, j'ai les taux d'intérêt, j'ai de l'inflation, payer l'hypothèque, ça va devenir un petit peu plus difficile. Et là, je me questionne sur la capacité du consommateur de continuellement payer plus cher pour le panier d'épicerie sans faire des choix qui crèvent le cœur des fois. Bon, c'est ce que je regarde. Pour l'instant, les contrats d'élevage de porc pour l'année prochaine, j'ai mis le prix en dollars canadiens de 100 kg à l'indice. Il est très élevé, tant mieux. On veut des prix le plus élevés, disons, pour les éleveurs, pour essayer quand même de retrouver une rentabilité financière et être capable de se payer de l'alimentation qui coûte très, très cher. C'est ce que je veux dire. Bon, le prix du porc est quand même bon, considérant tout ce qu'on sait. Alors voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu d'informations sur les marchés financiers par rapport avec la bourse. Bon, ben, voilà, voilà. Donc, je vous dis bonne fin de journée.